Bonjour, bienvenue dans l'hôtel d'Estienne de Saint-Jean qui abrite le musée du Vieillex. Je suis Mylène Cuvillier, conservatrice du patrimoine et responsable du musée du Vieillex. Pour cette exposition dont je suis commissaire, je me suis adossée à l'expertise de la commissaire associée Delphine Bastet, spécialiste de la peinture religieuse française du XVIIe siècle, en charge des biens mobiliers de la ville à la direction du patrimoine d'Aix-en-Provence. Le musée Granet prépare depuis déjà plusieurs années cette exposition sur Jean d'Arrée, peintre du roi en Provence, et l'hôtel de Château-Renard en constitue le fleuron. En sachant qu'il allait être restauré pour cette occasion, il est apparu que c'était une opportunité unique pour faire une exposition sur ce XVIIe siècle aixois qui constitue le siècle d'or de la ville d'Aix-en-Provence. Et en effet, Jean d'Arrée est né à Bruxelles, il se forme à Paris, il passe certainement par Rome et s'installe à Aix-en-Provence vers 1636. Pourquoi s'installer à Aix-en-Provence pour un artiste d'une ambition internationale? C'est l'une des questions auxquelles va répondre cette exposition au musée du Vieillex qui s'intitule Aix au grand siècle et qui se tient ici jusqu'au 5 janvier 2025. Pour cette exposition, nous avons pris le parti de solliciter les différentes directions patrimoniales de la ville d'Aix-en-Provence de manière à valoriser un patrimoine jusque-là méconnu, rarement ou jamais montré, et ça a été aussi l'occasion de mener des restaurations d'ampleur. Donc aujourd'hui, ce sont une centaine d'œuvres qui sont montrées dans cette exposition et pour certaines jamais montrées et qui ont fait l'objet d'une valorisation inédite. Pour évoquer ce grand siècle aixois, quel meilleur endroit que l'hôtel d'Estienne de Saint-Jean qui constitue le parfait écrin pour évoquer ce siècle d'or. En effet, dès le seuil, nous sommes d'emblée accueillis par une façade baroque à pilastres colossaux. Nous poussons ensuite une porte sculptée en noyer, caractéristique des arts décoratifs aixois, et nous arrivons dans le vestibule. Celui-ci est constitué de plusieurs volets de marche qui culminent dans un effet ascensionnel jusqu'au premier étage. Et pour cause, à Aix-en-Provence, on parle d'escalier de vanité. En fait, les hôtels particuliers aixois du XVIIe siècle présentent la particularité pour certains de disposer d'escaliers qui représentent jusqu'à 1/5 de la surface de l'hôtel particulier. Nous nous trouvons ici dans le grand salon, le salon d'apparat de l'hôtel d'Estienne de Saint-Jean, où un décor de frise peinte a été redécouvert dans les années 1980. Cela explique son aspect lacunaire aujourd'hui, mais c'est aussi ce qui l'a protégé puisqu'il se trouvait sous un faux plafond de gypserie. Les prix faits n'ont pas été retrouvés, mais on sait néanmoins qu'il s'agit de deux frères italiens, les frères Coltrini, originaires de la région de Brescia. Et pour cause, c'est vrai que l'on remarque une inspiration italienne propre à l'Italie du Nord, telle que véronaise dans certaines figures féminines. C'est un décor de caprices architecturaux et de trophées d'armes, comme l'on en retrouve à l'hôtel Covette de Marignane, qui présente lui encore la cheminée qui se trouvait ici sur le mur sud et qui n'existe malheureusement plus. La ville d'Aix-en-Provence est aujourd'hui connue pour la richesse de ses hôtels particuliers et l'hôtel d'Estienne de Saint-Jean qui abrite le musée du Vieillex constitue l'un des rares exemples dans lesquels on puisse encore pénétrer. Il possède de nombreux décors dans le grand salon mais aussi dans cette enfilade de coupoles dont les décors datent des années 1680. Le décor de cette coupole a longtemps été attribué à Jean d'Arrée à qui on attribuait de nombreux décors plafonnants. En réalité, il n'en est rien puisque ce décor est postérieur à la mort de Jean d'Arrée. Il a été réalisé par un peintre alpin, Jean André, tandis que les sculptures en gypserie ont été réalisées par Jean-Louis Michel.
Cet espace est aujourd'hui malheureusement amputé d'une partie de son décor puisqu'il s'agissait d'un cabinet constitué d'un décor lambrissé à miroir qui devait produire son plus grand effet, et aujourd'hui il ne reste que la coupole. Quant à ce deuxième espace, appelé cabinet aux livres, on sait assez peu de choses sur son décor puisque nous n'avons pas retrouvé à ce jour les prix faits. En revanche, au plafond est représentée la renommée qui montre les armoiries de Joseph de Martigny, qui était le propriétaire de l'hôtel particulier dans les années 1670 et 1680 et qui a commandité les décors. Au XVIIe siècle, Aix-en-Provence jouit d'une place unique. Elle est capitale de Provence, siège d'un archevêché et accueille un parlement et une chambre des comptes, tous deux abrités dans le palais comtal. Cela explique que cette ville est très attractive pour l'élite ecclésiastique, pour la noblesse de robe, pour la bourgeoisie marchande, et c'est une ville qui est en lien avec la cour de France. Cette attractivité de la ville d'Aix explique que le XVIIe siècle constitue une période très intense pour l'urbanisation de la ville. Ce sont des hôtels particuliers qui sortent de terre, ce sont des églises qui sont bâties, et la ville d'Aix au XVIIe siècle croît d'environ un tiers. Entre la fin du XVIe siècle et la fin du XVIIe siècle, ce sont trois nouveaux quartiers qui émergent dans la ville d'Aix-en-Provence. C'est d'abord le quartier de Villeneuve, à l'est de la ville, puis le quartier de Villeverte en 1605. Mais surtout, le quartier le plus important qui apparaît au XVIIe siècle, c'est le quartier Mazarin. Le quartier Mazarin est une entreprise urbanistique de très grande ampleur dont peu d'exemples sont comparables en France, hormis peut-être l'île Saint-Louis à Paris. C'est un quartier qui a été voulu par Michel Mazarin, archevêque d'Aix entre 1645 et 1648, et qui est le propre frère de Jules Mazarin, cardinal ministre de Louis XIV. C'est un quartier dont la construction s'écoule sur toute la deuxième moitié du XVIIe siècle et se poursuit au XVIIIe siècle. Ici est présentée une très rare feuille qui nous a été prêtée par la bibliothèque patrimoniale Méjeanne de la ville d'Aix-en-Provence, et il est le premier projet pour le quartier Mazarin. Il est daté de 1646 et signé de la main du contrôleur des bâtiments publics, Jean Lombard. Il ne correspond pas au projet définitif, mais on voit déjà l'intention, le quadrillage de ce quartier au sud de l'actuelle cour Mirabeau. On voit encore les traces du rempart au nord du plan et qui constitue le sud de la ville. Nous nous trouvons ici dans la deuxième section de l'exposition qui porte sur les entrées solennelles, les fêtes et les décors éphémères. Cette thématique a été appelée par la présentation du paravent spectaculaire qui se trouve derrière moi et qui porte sur la Fête-Dieu. La Fête-Dieu est une fête très populaire à Aix-en-Provence de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle et qui se tient 60 jours après Pâques et célèbre le miracle de l'Eucharistie. Aix est capitale de Provence, accueille un parlement et c'est donc une ville qui a aussi la possibilité d'accueillir de nombreux souverains ou personnages importants au cours du XVIIe siècle. Ce sont par exemple Louis XIII, Christine de Suède ou Louis XIV qui passent par Aix et font une entrée solennelle au cours du XVIIe siècle.
Si les fêtes et les entrées solennelles sont par définition éphémères, parfois elles font l'objet de gravures et sont réunies en recueil. Nous avons la chance de pouvoir présenter aujourd'hui ce recueil concernant l'entrée de Louis XIII qui a été commandé en 1624 par les consuls de la ville d'Aix. Cela nous permet de prendre connaissance de ces arcs triomphaux qui avaient été érigés lors de cette entrée et qui par définition étaient éphémères. Ce sont 7 arcs qui sont érigés selon un parcours codifié dans la ville et qui permettent d'enraciner le discours dans l'histoire de la Provence. Chaque fois, ce sont des personnalités importantes de l'Antiquité jusqu'à Louis XIII qui sont mis en valeur selon une composition allégorique qui permet de valoriser la ville d'Aix-en-Provence tout en rendant hommage au souverain. Jean de Gallo de Chasteuil, l'auteur de ce recueil, enracine l'histoire de la langue provençale dans celle des troubadours et revendique ainsi une filiation avec les auteurs les plus importants du Moyen-Âge, que ce soit Pétrarque, Boccace ou Dante. Il est assez audacieux d'inscrire dans ce recueil officiel des poèmes en provençal qui sont non traduits et qui indiquent ainsi une certaine revendication d'une particularité locale. Parmi les événements majeurs qui jalonnent ce XVIIe siècle aixois, on trouve la visite de Louis XIV en 1660. Celui-ci avait entrepris un voyage vers le sud du royaume à l'occasion de la négociation de son mariage avec l'infante d'Espagne et poursuit son parcours vers le sud de la France. Il s'agissait pour lui de faire taire les velléités autonomistes de Marseille, mais il séjourne également à Aix pendant une période assez longue entre janvier et mars 1660. C'est un moment particulier de son règne puisque à Aix, le traité de paix qui marque enfin le retour à la paix du royaume est ratifié ici à Aix-en-Provence. C'est le moment de la réconciliation avec le duc de Condé qui avait participé très largement à la Fronde quelques années auparavant. Et ce sont des événements qui donnent lieu à des moments de liesse. Des tédéums sont joués dans la cathédrale Saint-Sauveur, des feux d'artifice sont tirés, des grands feux de joie sont érigés. Et donc c'est vraiment un moment qui a marqué durablement les imaginaires. Pendant ce séjour, Louis XIV séjourne à l'hôtel de Château-Renard, loge une partie de sa cour dans le palais de l'Archevêché, à l'hôtel Ménidopède, mais aussi à l'hôtel d'Estienne de Saint-Jean. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui encore se trouve un buste de Louis XIV qui aurait été envoyé par le roi lui-même à la ville d'Aix-en-Provence en guise de remerciement pour l'hospitalité reçue ici. Au XVIIe siècle, la musique est omniprésente dans l'espace public. Il n'y a pas de cérémonie religieuse sans musique, pas d'entrée solennelle et de fête sans musique, et donc il est nécessaire de former des musiciens. Pour cela, les cathédrales sont le principal lieu de formation des artistes au XVIIe siècle, dans ce qu'on appelle des maîtrises. C'est là que sont formés de jeunes enfants à partir de l'âge de 6 à 8 ans, de manière à pourvoir la cathédrale, les églises en musique lors de toutes les cérémonies religieuses. Aujourd'hui, Aix-en-Provence a l'image d'une ville de musique avec son festival international d'art lyrique notamment, et cela s'enracine dès cette période. Si la maîtrise Saint-Sauveur joue un rôle si important dans la création musicale baroque à la fin du XVIIe siècle, c'est grâce à l'un de ses maîtres de chapelle, Guillaume Poitevin, qui exerce cette fonction sur plusieurs décennies entre 1660 et 1700. Il a la particularité d'intégrer dans les usages de la maîtrise d'Aix-en-Provence ceux de la chapelle de Versailles. Et c'est dans ce contexte que se forme notamment l'un des grands compositeurs de la cour de Versailles et figure aixoise, André Camprat. Celui-ci entre dans la maîtrise à l'âge de 8 ans. Il passe une dizaine d'années dans cette maîtrise avant de poursuivre sa carrière d'abord à Toulouse, puis à Paris, à Notre-Dame de Paris, avant de devenir maître de chapelle à la chapelle de Versailles. C'est une grande figure de l'histoire d'Aix-en-Provence qui aujourd'hui a laissé son nom à des rues, à des lieux et sur lequel il était intéressant de revenir dans le cadre de cette exposition. On a eu la chance d'obtenir le prêt de certains de ces recueils de motets, notamment par le diocèse d'Aix-en-Provence. Et nous avons par exemple ici un recueil signé de sa main, qui est un très rare exemple de ce genre.
Au cours du XVIIe siècle, la dévotion religieuse est particulièrement intense dans la ville d'Aix-en-Provence. Cette ville est siège d'un archevêché et les archevêques sont des personnalités politiques majeures. Ils sont nommés par le roi et de par leur importance, ils sollicitent de nombreux ordres religieux et l'installation de tous ces ordres implique une construction majeure de nouveaux couvents, de nouvelles églises. Pour tous ces nouveaux lieux de culte, de nombreuses œuvres sont commandées aux artisans de la ville, qu'ils soient peintres, sculpteurs ou orfèvres. Parmi les œuvres particulièrement significatives de cette exposition se trouve ce portrait peint par Louis Finson de l'archevêque d'Aix, Paul Hureau de l'Hôpital, qui est archevêque entre 1599 et 1624. Louis Finson est aujourd'hui connu pour avoir ramené la manière caravagesque sur le territoire français. On ne sait pas s'il a connu le Caravage, en tous les cas il est revenu avec des œuvres de l'artiste milanais avec lui lorsqu'il passe par Aix-en-Provence. Normalement, Aix devait être une étape de son voyage qui devait se poursuivre vers l'Espagne, mais finalement, il est amené à rester une année dans cette ville sur les sollicitations et la demande de Peiresc, qui était, parmi bien d'autres choses, aussi amateur d'art. Cette œuvre a pu faire l'objet d'une restauration à l'occasion de cette exposition, ce qui nous permet de pouvoir voir cette œuvre qui n'était pas sortie depuis les années 70. On peut repérer dans ce portrait la manière propre au style caravagesque avec le jeu d'ombre et de lumière, notamment sur le visage, qui permet de sculpter de manière subtile les différents traits de cette figure de prélat. On voit le grand détail apporté au poil de barbe, à la chevelure, ainsi qu'au linéament du visage. C'est une composition qui rappelle les portraits de prélats à la manière de Titien notamment. Pour cette exposition, nous avons souhaité montrer plusieurs typologies d'objets et mettre en valeur des œuvres souvent méconnues du public. Ainsi, nous avons souhaité montrer de l'orfèvrerie réalisée par des maîtres orfèvres aixois, qui sont des œuvres qui sortent rarement des sacristies. Pour certains, ils sont encore consacrés, donc utilisés régulièrement lors de cérémonies religieuses. Et donc, ce sont des objets souvent invisibles pour le public. Pour autant, Aix s'est distingué par la qualité de son artisanat et nous les présentons ici en tant qu'objets d'art. Pour présenter cette vitrine, nous nous sommes adossés à l'expertise d'autres institutions, notamment le service régional de l'inventaire et la conservation régionale des monuments historiques à la DRAC de PACA. Une œuvre particulièrement spectaculaire est ce calice conservé à la cathédrale Saint-Sauveur qui représente plusieurs décors historiés. Sur son pied sont représentés différents épisodes de la vie de la Vierge et sur la fausse coupe sont représentés plusieurs épisodes en lien avec l'enfance du Christ. Cette salle s'inscrit dans le prolongement de la précédente qui portait plus particulièrement sur les archevêques d'Aix-en-Provence. Ici, nous avons souhaité évoquer différents types de commandes. Par exemple, cette œuvre peinte par André Boisson en 1678 a été commandée pour la chapelle de la Chambre des comptes qui se trouvait dans le palais comtal à Aix. Elle appartient à un cycle de 5 peintures sur l'histoire de la Vierge. Autre exemple de type de commande que l'on pouvait trouver à Aix à cette période, on a cette visitation peinte par Pierre Puget pour la chapelle des Messieurs, les Messieurs du Parlement, dans le couvent des Jésuites. Il s'agissait d'une commande de 13 tableaux qui devaient orner tout le chœur et celui-ci était la deuxième œuvre. Elle suit l'Annonciation qui se trouvait sur le chœur et qui est aujourd'hui présentée au musée Granet. Finalement, Pierre Puget ne réalise que 2 œuvres, cette Annonciation et la Visitation présentée au musée du Vieil-Aix et part en Italie par la suite. Ce sont donc d'autres artistes qui prennent la suite des commandes, comme notamment Jean d'Arrêt. Cette visitation de Pierre Puget représente le moment où la Vierge Marie vient annoncer à sa cousine Élisabeth qu'elle attend un enfant,
qui est l'enfant Jésus. Cette composition évoque la culture plurielle de Pierre Puget, puisque cet effet ascensionnel de la Vierge qui monte les marches évoque une composition similaire de Pierre-Paul Rubens réalisée quelques années auparavant, tandis que l'architecture et le détail du chapiteau au premier plan évoquent quant à eux la culture italienne de Pierre Puget, qui a pu voir l'architecture antique lors de ses voyages en Italie. Cette œuvre de François Mimmo représente un baptême du Christ et avait été commandée pour une chapelle funéraire privée, la chapelle des Gaillards, dans le couvent de l'Observance, tandis que cette œuvre de Gilles Garcin a été peinte en 1675 pour la confrérie des Pénitents Blancs. Ces œuvres permettent de témoigner de l'ampleur de la dévotion religieuse à Aix-en-Provence qui prend la forme de commandes institutionnelles, de commandes de confréries, de commandes de congrégations ou de commandes privées. La création artistique irrigue ainsi tous les domaines de la vie publique. Les hôtels particuliers sont souvent des lieux fastueux qu'il convient de décorer avec beaucoup de soin. Il s'agit de faire de ces lieux d'habitation des espaces de magnificence. Ainsi, ce sont des décors peints, comme l'on a pu voir dans l'hôtel d'Estienne de Saint-Jean ici, dans l'hôtel de Château-Renard. Ce sont des commandes de gypserie, des commandes de ferronnerie, mais aussi des commandes de cuir doré. Le musée du Vieil-Aix possède plusieurs exemples particulièrement spectaculaires de tentures de cuir doré et qui, pour la plupart, ont fait l'objet de restaurations récentes assez spectaculaires. Par exemple, l'œuvre qui se trouve derrière moi est un ensemble de fragments reconstitués à partir d'une tenture plus vaste. C'est une œuvre qui, il y a encore quelques mois, était vraiment à l'état de fragments et donc n'a jamais été montrée au public. Elle a fait l'objet donc d'une restauration d'ampleur où il s'est agi de d'abord faire un exercice de puzzle à partir des fragments existants, de manière à pouvoir reconstituer les motifs, nettoyer l'ensemble du cuir, reconstituer les coutures afin de proposer un état de lisibilité de ce décor exceptionnel. Autre exemple exceptionnel représentant l'art du cuir au XVIIe siècle, cette pièce qui s'appelle la tenture au serpent en raison de son décor de serpent que l'on voit sur les motifs végétaux qui sortent des culots. Et c'est une œuvre qui présente la particularité d'avoir été identifiée il y a quelques années par l'un des spécialistes du cuir en France, l'historien Jean-Pierre Fournet, qui a retrouvé une archive mentionnant le nom de l'atelier, l'atelier de Manoli, et donc on sait que cette tenture a été commandée pour un décor aixois au XVIIe siècle. En raison de la richesse de ces collections de cuir doré qui restent assez uniques dans le paysage muséal français, nous avons décidé qu'à l'issue de l'exposition, ici serait ouvert un cabinet des cuirs pour faire la lumière sur cet artisanat, cette technique, cet art, aujourd'hui assez méconnu mais qui était très important au XVIIe siècle. De plus, nous avons un décor présenté de manière permanente de l'autre côté de l'enfilade qui présente là encore un décor unique de cuir doré qui présente la particularité en outre d'être des tontis, c'est-à-dire des cuirs dorés présentant un décor réalisé à la poudre de laine. Il s'agit du seul exemple encore existant aujourd'hui en France. Ici se conclut le parcours de l'exposition Aix au grand siècle qui se termine le 5 janvier 2025 et qui fait le pont avec l'hôtel de Château-Renard qui présente son décor en trompe-l'œil. Cet hôtel de Château-Renard intègre désormais la gestion du musée du Vieil-Aix au sein de la direction des musées d'art et d'histoire. Désormais, il sera possible, en visitant le musée du Vieil-Aix et l'hôtel d'Estienne de Saint-Jean, de terminer ou de commencer par l'hôtel de Château-Renard et ainsi de pénétrer dans ce grand siècle aixois.